18h42, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et Europe 1 avec Henri Guénaud. Bonsoir Henri Guénaud. Bonsoir. Ancien conseiller de Nicolas Sarkozy. Quels mots vous viennent à l'esprit pour qualifier la situation dans laquelle nous nous trouvons au lendemain du premier tour des législatives, qui ont vu l'arrivée en tête du Rassemblement national, un bloc de gauche extrêmement puissant aussi, et le camp macroniste qui se rétrécit sur son socle électoral. Où on en est? D'abord, le camp macroniste, il a repris un peu de couleur par rapport aux européennes. Bon. Même s'il n'a pas retrouvé son socle, son socle habituel, qui est entre 25 et 26%, il a quand même fait un peu mieux qu'aux européennes. Mais moi, je dirais que la situation est dangereuse. Mais elle est dangereuse pas parce que tel ou tel parti va gagner. Elle est dangereuse parce qu'elle montre un pays profondément fracturé, profondément divisé, avec des blocs qui paraissent absolument irréconciliables. Irréconciliables. Voilà. Deux France qui sont face à face. Deux France, peut-être même trois. Trois. Ouais. Mais la troisième n'étant pas très importante par son importance sociologique, mais elle est importante parce que la troisième, c'est le système. Voilà. C'est le système, c'est ce que De Gaulle appelait le système sous la 4e République. Alors, dans toutes les périodes, il y a un système, un système de pouvoir qui se tient, où tous les éléments se tiennent, à la fois économique, culturel, politique. Alors, bon, il y a le système, et puis il y a deux blocs qui veulent absolument détruire le système. Alors, ils ont chacun de bonnes raisons. Je ne parle pas là que des partis, encore une fois. Non, on parle des blocs. Voilà, je parle de la société. Il y a une guerre de la société qui est cassé en deux continents contre le système. J'ai commencé l'émission Henri Guénaud en disant on a donné la parole au peuple, après qu'il l'ait déjà prise lors des européennes, et là on fait comme si on n'avait pas entendu ce qu'il avait dit. C'est-à-dire qu'il va y avoir des coalitions, on va essayer de contourner ce qu'a dit le peuple. C'est un peu ça qui est en train de se jouer quand on entend les consignes de vote qui sont données par le camp macroniste. Non, ça c'est le jeu de la politique ordinaire. Oui, c'est le jeu, mais c'est pas drôle. C'est le jeu de la politique ordinaire. Je ne suis pas convaincu que ce sera d'une efficacité redoutable, extraordinaire. Oui, parce que c'est efficace pour éviter des triangulaires, pour provoquer des désistements. Mais est-ce que les électeurs, eux, vont réagir comme on l'attend? Moi, je pense qu'il y a des électeurs de LFI qui, n'ayant plus de candidat LFI, vont voter pour le Rassemblement national et pas pour le candidat Renaissance. Pourquoi? Toujours pareil, parce que, toujours pour la même raison, il y a des électeurs chez LFI qui veulent abattre le système pour des raisons sociales, ou sociologique ou socio-psychologique. Donc on ne sait pas, on verra ce que sont, on verra bien demain ce que seront les désistements, et puis on verra ensuite ce que sera le comportement des électeurs. Voilà. Moi je crois que le temps des consignes électorales est passé. Est fini. Louis Dragnel. Henri Guénaud, au-delà des consignes électorales, si on se projette un tout petit peu après, aujourd'hui, si on schématise, il y a deux camps au sein de la majorité présidentielle, il y a deux schémas de pensée. Le premier consiste à dire on va faire une coalition la plus large possible, même si elle n'a pas beaucoup de sens, en gros des républicains au Parti communiste, pour empêcher à tout prix le Rassemblement national d'être en situation de gouverner. Il y a d'autres personnes au sein du gouvernement et de la majorité qui pensent que il faut, de toute façon les Français de plus en plus montrent qu'ils veulent tenter l'expérience du Rassemblement national, et il faut laisser le Rassemblement national avoir cette opportunité de gouverner pour que les Français voient à quoi ça ressemble. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces deux stratégies? Henri Guénaud. Alors, d'abord, on n'arrête pas le peuple, si je peux me permettre cette expression. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement qui a décidé de porter l'un des deux blocs au pouvoir. Alors pour l'instant, c'est le mouvement, il va dans le sens du Rassemblement national. On voit bien que le bloc de gauche est lui-même très motivé. Voilà. Mais vous n'arrêtez pas ce genre de vague. On se retrouve dans la situation de la fin de la 4e République, de la deuxième moitié de la 4e République, avec un bloc central qui n'est pas majoritaire, mais qui va du CNI, c'est-à-dire la droite
bon, bonne droite, quoi, jusqu'à la SFIO, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les socialistes. Et puis ils s'échangent le pouvoir, ils font des coalitions, ils font des combinaisons, ils sont verrouillés avec les Le régime des partis. Voilà. Et la majorité des électeurs se trouve ailleurs, elle se trouve dans le Parti communiste et puis dans le parti de droite et les partis, et notamment le Parti gaulliste. Hein, voilà. Mais ces deux-là ne peuvent pas se réunir pour former une majorité et le système est coincé. Mais quand le système est coincé, il ne se décoince pas dans les urnes. Donc qu'est-ce qui se passe, Il s'est passé vous savez comment ça a fini, comment a fini la 4e République, le 13 mai. Le 13 mai 58. C'était le 13 mai 58, c'est pas les urnes qui ramènent le général au pouvoir. Heureusement, c'était un démocrate, un républicain, et qu'il a immédiatement repris le fil de la démocratie. Mais on n'en est pas sorti par les urnes, comme on n'est pas sorti de l'errement de la fin de la Troisième République par les urnes, comme on n'est pas sorti du chaos révolutionnaire par les urnes. Enfin, je veux dire, donc là, on pourrait sortir autrement que par les urnes de cette situation. Le système, si le système se bloque complètement, il faudra bien qu'il y ait une sortie un jour, et la colère des peuples, elle trouve en général un chemin pour sortir de ce genre de situation. Joseph Massescaron, une question. Il y a à peu près autant de possibilités qu'on se trouve dimanche prochain devant une assemblée avec un RN en majorité absolue et une chambre ingouvernable. En fait, lorsqu'on entend Emmanuel Macron, on a l'impression qu'il joue la chambre ingouvernable. Ce qui est quand même une première dans la Ve République. C'est-à-dire que le président lui-même joue la chambre ingouvernable. Est-ce que vous pensez que il peut tout essayer dans les institutions, c'est-à-dire il peut essayer un référendum, ensuite après, l'article 16, etc., etc. Est-ce que vous pensez que c'est son état d'esprit ? Alors moi, je n'en sais rien, je ne ferai pas de procès d'intention, je n'irai pas sonder les cœurs et les reins. Ce que je crois, c'est que la cohabitation ne va pas ressembler du tout à la cohabitation précédente. Les personnages ne sont pas les mêmes. Et l'état de la société n'est pas le même, parce que le problème n'est pas seulement que l'Assemblée soit gouvernable ou pas. Le problème est de savoir si la société dans cet état est gouvernable. En général... Poser la question, c'est y répondre. Hein. Ah oui, mais parce que dans ces moments-là, si l'Assemblée est ingouvernable, c'est que la société commence à devenir ingouvernable. Et d'ailleurs, il faut regarder toutes les démocraties européennes ont maintenant un problème à dégager des majorités, quel que soit le régime, que le régime soit purement parlementaire, mi-parlementaire, mi-présidentiel, voire présidentiel quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis. Et ça reflète quand même, c'est l'état de la société. Il y a un effet miroir entre la société et la politique. Donc on se pose toujours la question de savoir ce que vont faire les partis, quelles seront les combinaisons, comment l'Assemblée va pouvoir s'organiser. Mais comment les pouvoirs les pouvoirs institutionnels vont pouvoir coopérer et gouverner ensemble, il faut se poser la question de savoir ce que la société est prête à accepter. Par exemple, on dit peut-être on pourrait faire un gouvernement d'experts, de techniciens. Mais la société, je ne sais pas si l'Assemblée va l'accepter, mais la société est-elle prête dans l'état où elle est aujourd'hui, à accepter un tel gouvernement qu'on n'a jamais vu en France, soit dit en passant. Je suis pas convaincu. La vraie question, la vraie question, elle est là. Elle est dans quel état est la société et qu'est-ce qu'elle permet. Alors, dans l'autre sens, Henri Guénaud. Alors, mais vous me parliez. Qu'est-ce qui serait bon pour la société, pardon, selon vous ? Parce que je ne sais pas, après cette dissolution, dans des conditions qui sont des conditions, à mon avis, un peu dramatiques. On dit qu'il y aura une grande légitimité de la majorité qui sortira des urnes, qu'elle soit relative ou absolue. Mais il n'y a pas que le taux de participation qui compte, encore une fois. Il y a le climat général, il y a l'ambiance, il y a le sentiment des gens, les passions des gens. Aujourd'hui, les passions des gens, elles ne donnent pas une légitimité formidable à ceux qui vont sortir des urnes, ceux qui vont sortir vainqueurs des urnes. Voilà, c'est parce qu'il y a eu 15 jours de campagne dans un climat de tension très très forte, encore une fois dans une société fracassée. Donc moi, je ne sais pas quelle est la bonne solution. Vous parliez tout à l'heure de la cohabitation. Alors, cohabitation, elle est très compliquée à cause des hommes, à cause de la société, mais aussi parce que on ne peut pas... Enfin, le pouvoir du président, il est
considérable dans les circonstances actuelles. Parce qu'il ne permet pas à celui qui va arriver au pouvoir, au Parlement, de pouvoir changer le cadre dans lequel nos politiques évoluent depuis, ou se forgent depuis des décennies, et qui fait qu'elles se ressemblent toutes. Et c'est ce dont ne veulent plus les gens. Qu'ils soient, d'ailleurs, qu'ils soient à la gauche ou à l'extrême gauche d'un côté, ou qu'ils soient au Rassemblement, ou qu'ils votent pour le Rassemblement national, ils ne veulent plus que toutes ces politiques se ressemblent et les ramènent toujours au même endroit et dans les mêmes difficultés. Bon, ils s'en veulent plus, mais si on ne change pas le cadre, ils les auront encore. Quel que soit le parti qui sera au pouvoir. Et le président de la République, il a effectivement beaucoup de moyens. Il a toutes les armes à sa disposition. Par exemple, il peut interdire le référendum, puisque oui, c'est lui, il ne peut pas le décider tout seul, c'est sur proposition du gouvernement, mais il peut l'interdire. Donc pas de référendum, le peuple ne tranche pas, donc le cadre constitutionnel, juridique ne changera pas. Il peut refuser de signer des ordonnances, les nominations, ça peut être très compliqué. Si les cohabitations précédentes ont marché, c'est parce que tout ça s'est négocié entre des hommes d'État qui avaient l'habitude de travailler ensemble. Voilà, mais qui étaient des hommes d'État et qui ont réussi à trouver un équilibre. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'hommes d'État là ? On verra, mais pour l'instant, je sens que les passions sont quand même très... Voilà, les gens ceux qui vont occuper ces postes sont quand même très, très, très crispés au fond. Et ils sont aussi très crispés parce que les gens ceux qui les portent au pouvoir sont eux-mêmes très crispés. Cette cohabitation va être très difficile. Très difficile. Pourtant, les deux autres cohabitations... Rapidement, Joseph, dernière question. En tête, c'est la cohabitation Mitterrand. Oui, les trois. Oui, mais d'abord, la cohabitation Mitterrand, la première, a été très très dure. Mais très très dur. Une question, Joseph, c'est la fin de l'émission. Convaincu. Henri Guénaud. C'était la droite à vous. Factieuse. Mais elles étaient très très dures. En même temps, Mitterrand a parfaitement joué son rôle. Il a préservé la fonction présidentielle. Et Jacques Chirac a respecté les limites qui étaient fixées. Et finalement, ils ont créé un précédent de cohabitation qui a très très bien fonctionné et qui a rendu plutôt service aux institutions. Est-ce que dans les circonstances actuelles, ça sera la même chose ? Moi, j'en suis pas convaincu. Et donc, tout le monde risque de décevoir les attentes de ceux qui attendent le plus. Donc la colère ne peut qu'augmenter. Mais la colère risque d'augmenter. On a oublié une chose dans tout ça. Il y a évidemment les problèmes identitaires, immigration, sécurité, qui ne seront pas résolus du jour au lendemain. Puis il y a l'espèce de bombe sociale qui commence à nous exploser à la figure. Or, si vous ne changez pas le cadre, encore une fois, vous ne répondrez pas aux attentes, quoi qu'on pense des programmes des uns et des autres. Vous ne pourrez pas répondre aux attentes du tout. Et donc, celui qui va arriver au pouvoir, il perdra sa base populaire. Voilà. Et cette base populaire, où ira-t-elle ? C'est ça la question. Où ira-t-elle ? Elle ne va pas aller vers le centrisme modéré, cette base populaire, si elle est déçue, si elle ne peut pas, si elle ne reçoit aucune réponse à ses attentes. Et le plus grave danger, il est là. Il est après. Si la base populaire s'en va dans la nature, encore une fois, on va à l'aventure. Mais laquelle ? Il n'y aura pas forcément la figure du général de Gaulle ou de Bonaparte, de 18 Brumaire. Il peut avoir une figure bien moins avenante et qui ne sera pas celle du Rassemblement national aujourd'hui, ni même celle de LFI. C'est ça le danger. Le titre de votre livre, c'est « À la 7e fois, les murailles tombèrent ». On y est, Henri Guénaud ? Elles continuent à tomber, en tout cas. Je ne dis pas qu'elles sont toutes tombées encore. Je pense qu'on est à la 6e fois. Je pense qu'on n'est qu'au début de l'histoire qui s'est ouverte avec l'élection européenne. Bon. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu ce soir dans Punchline sur CNews et Europe.